bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans ce live Réussir sa prépa ECG. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. On va prendre quelques instants pour laisser aux gens le temps d'arriver. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous me voyez, si vous m'entendez, si tout fonctionne. On va parler donc ce soir ensemble de la prépa ECG, une catégorie particulière de classe préparatoire, classe préparatoire littéraire, scientifique, et il y a les classes préparatoires commerciales, et c'est l'objet de notre live ce soir. On va être ensemble pour approximativement 1 heure. Je vais essayer d'être rapide, concis et efficace pour que vous ayez un maximum d'informations, que vous soyez dans les meilleures dispositions pour l'année à venir, puisque si vous êtes là, c'est que vous allez entrer en prépa ECG ou que votre enfant va entrer en prépa ECG. Bonsoir à ceux qui se connectent. On va prendre, je vous le disais, quelques instants pour laisser les gens arriver. Ça va me permettre de me présenter. Bonsoir. Et en plus, on m'entend très bien, c'est parfait. Bonsoir à tous. Alors, je m'appelle Louis de l'Escalopier. Je suis professeur de géopolitique en classe préparatoire ECG, justement, ce qui me donne finalement quelques éléments à vous transmettre. J'espère donc que tout le monde me voit et m'entend. J'ai l'impression que c'est le cas, donc c'est parfait. Je vous le disais donc, je suis professeur de géopolitique, qui est une des matières à option de cette année de classe préparatoire ECG que vous allez commencer l'année prochaine. Il y en a une autre, c'est l'ESH, on va en reparler. Alors pour les parents qui nous regardent, vous allez voir, j'ai fait un petit point au début parce que ça a un petit peu changé, ça a un peu évolué depuis l'époque où vous avez peut-être été en classe préparatoire, où vous avez connu les classes préparatoires. L'idée, c'est d'essayer de rendre les choses les plus claires possibles et surtout de vous donner des conseils, de vous donner des astuces pour bien commencer cette année, parce que bien commencer l'année de prépa, parce que c'est un moment un peu décisif, ça permet de se mettre sur de bons rails et de maximiser ses résultats pendant toute l'année et surtout de maximiser ses résultats au concours à la fin de ces 2 années de classe préparatoire, puisque c'est un programme qui se fait sur 2 ans avant d'intégrer les grandes écoles de commerce. Alors je vois que on m'entend, je vois qu'on me voit. Je le disais donc, l'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble et de ce live, c'est de vous présenter d'abord le fonctionnement global de la prépa, comment ça fonctionne quand on est en prépa ECG, comment faire pour réussir. Puis après, dans un deuxième temps, je vais vous donner des conseils et des astuces pour votre été, pour l'été de vos enfants si vous êtes des parents qui me regardez, et puis des conseils et des astuces pour bien enclencher l'année. On le sait, je vais dire un petit mot de ça pour laisser un peu à tout le monde le temps d'arriver. On le sait, il y a un élément qui est central, qui fait partie un peu du mythe, de la mythologie de la classe préparatoire, c'est les résultats qui sont souvent très mauvais au début. Souvent, ça va concerner des élèves qui étaient plutôt bons au lycée, ils avaient 17, 18 de moyenne, ils arrivent en prépa, et là, le premier DST tombe, le premier concours blanc tombe, et boum, ils se retrouvent avec un 4 ou un 5. Alors oui, ça fait partie de la mythologie de la prépa, oui, on est tous passés par là, et moi le premier, même si j'ai fait une classe préparatoire littéraire, j'ai vécu ça, j'ai vécu ce 4 au premier DST, mais bon, si on peut l'éviter, c'est une très bonne chose, et c'est un peu ce que je vais essayer de vous donner ce soir, c'est des éléments pour que cette transition entre le lycée et la classe préparatoire se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu les différents éléments que je compte développer ce soir. D'abord, on va commencer avec une présentation de la classe préparatoire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est, comment ça marche, ensuite quelles sont les matières qui vont concerner ce programme, et puis aussi quelles écoles et comment on fait pour accéder dans ces écoles-là. Vous allez voir que la mécanique des concours est un petit peu complexe et donc il faut la connaître depuis le départ. Les épreuves sont parfois un peu étonnantes avec des noms qu'on ne connaît pas quand on est encore lycéen. Je vais essayer de vous préciser tout ça. Et puis à la fin, je vais vous donner ces conseils, ces astuces, ces précisions pour bien organiser son été, bien organiser ensuite son année, son travail, pour obtenir les meilleurs résultats et puis surtout pour bien vivre en fait ces années de classe préparatoire qui peuvent être extraordinaires. Je sais que certains lycéens sont un peu stressés par la classe préparatoire, ils se disent « Oh là là, mais il y a beaucoup de travail, c'est très dur, on a des mauvaises notes, c'est très compliqué, on n'a plus de vie sociale ». C'est pas forcément le cas. La classe préparatoire, c'est surtout un moment de stimulation intellectuelle extraordinaire. C'est un moment où on va rencontrer des gens que souvent on va garder pour toute sa vie parce que ça va souder des amitiés magnifiques. On va rencontrer des professeurs, alors je parle pas pour moi évidemment, mais on rencontre souvent des professeurs qui sont passionnants, qui sont passionnés, qui vont vous emmener, vous aider pour finalement obtenir les meilleurs résultats, mais surtout découvrir une manière de travailler qui vous suivra pendant toute votre vie. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, réussir sa prépa ECG. La première chose, j'ai commencé extrêmement simple avec ce premier titre.
Qu'est-ce qu'une prépa ECG? Une prépa ECG, c'est la fusion issue d'une réforme de l'ancien système. Dans l'ancien système, il y avait 2 classes préparatoires. Il y avait la classe préparatoire ECE, économique et commerciale, option économique, et il y avait la classe préparatoire ECS, économique et commerciale, option scientifique. Alors ça, c'est pour les parents qui nous regardent. C'est peut-être ce que vous avez connu, vous. Donc, c'était 2 manières d'accéder aux écoles de commerce, aux grandes écoles de commerce. Il y avait une manière qui était réservée à l'ancienne voie ES, économie et sociologie, et il y avait une deuxième manière qui concernait plutôt les gens qui avaient fait la filière scientifique au lycée. En réalité, il y avait un classement final qui permettait aux élèves des 2 types de prépa de rentrer dans les mêmes écoles. On allait à HEC, à ESSEC, à l'ESSEC, à l'ESCP ou à l'EMU en passant par ces prépas-là. La petite spécificité, c'est qu'il n'y avait pas exactement les mêmes matières. Il y avait un tronc commun, mais il y avait des matières différentes. Notamment, si on trouvait des mathématiques dans les 2 prépas, en ECS, les mathématiques étaient beaucoup plus poussées qu'en ECE, où elles étaient un peu plus appliquées. Vous allez voir que ça reprend des termes qu'on utilisera par la suite. Et en prépa ECS, donc pour les scientifiques, on faisait de la géopolitique, alors qu'en prépa ECE, pour les économistes, comme son nom l'indique, on faisait de l'économie et de la sociologie. Tout ça a changé avec la réforme. Maintenant, il n'y a plus une prépa ECE, une prépa ECS. Il y a une prépa qui s'appelle ECG, économique et commerciale, voie générale. Alors, il y a aussi une prépa ECT, économique et commerciale, voie technologique, mais je ne m'y attarderai pas aujourd'hui. Ça fera sans doute l'objet d'un autre live pour les élèves qui sont concernés. Alors, dans cette prépa-là, maintenant, qui est donc unique, vous avez un parcours avec un tronc commun. C'est des matières que tout le monde a. Ça, tous ceux qui me regardent vont étudier ces matières-là l'année prochaine et l'année suivante. Tous ceux qui me regardent vont passer ces 2 matières-là au concours. D'abord, il y a une matière qui est extrêmement importante, qu'on appelle dans le jargon de la prépa la culture générale, mais qui s'appelle officiellement littérature et philosophie. Littérature et philosophie, c'est donc une matière que vous aurez, quelles que soient les spécialités que vous avez choisies en classe préparatoire. Vous allez passer évidemment 2 langues vivantes, ça c'est le cas quel que soit votre parcours, et vous avez dans votre emploi du temps, vous allez avoir de l'EPS, vous allez avoir du sport, même s'il ne sera pas évalué au concours directement. Alors, une fois qu'on a déterminé ce tronc commun, ces matières qui sont communes à tout le monde, il faut passer maintenant aux matières qui sont plutôt des matières à spécialité. On a conservé ce qu'il y avait en ECE et ce qu'il y avait en ECS, sauf que maintenant, les étudiants ont le choix. Alors, il y a 2 types de mathématiques. Il y a des mathématiques qu'on appelle appliquées, ça correspond aux anciennes mathématiques ECE. Donc, c'est des mathématiques, comme leur nom l'indique, qui sont sur des cas pratiques plus appliqués, qui vont concerner davantage l'économie, davantage l'informatique. Puis à côté de ça, vous avez les mathématiques approfondies, comme leur nom l'indique, elles sont approfondies, elles viennent de l'ancienne voie ECS, et donc c'est des mathématiques qui vont être plus poussées, et donc qui généralement vont avoir un coefficient plus important au moment de rentrer dans les écoles. On en reparlera. De la même manière, vous avez le choix, est-ce que vous faites de l'économie, est-ce que vous faites de la géopolitique, est-ce que vous faites ESH ou AGGMC, et donc en fait, ça va donner 4 parcours. Vous pouvez prendre, si vous prenez mathématiques appliquées, vous pouvez prendre économie, vous pouvez prendre géopolitique. Si vous prenez mathématiques approfondies, vous pouvez prendre économie et vous pouvez prendre géopolitique. Ça veut dire que dans une seule prépa, la prépa ECG, il y a 4 parcours différents où vous allez avoir des étudiants qui vont faire, je ne sais pas moi, maths appli et éco, et d'autres étudiants qui vont faire maths approfondi et géopolitique. Ça a permis en fait de mélanger les choses et finalement de s'appuyer sur tous les profils possibles pour permettre à chacun d'avoir les meilleurs résultats. Alors là, vous êtes peut-être, si vous me regardez et que vous ne connaissez pas encore très bien le monde de la prépa, ou vous êtes des parents qui ont connu la version ECE, ECS, vous êtes peut-être en train de vous dire, bah oui, mais alors pourquoi tout le monde ne prend pas maths appliquées si c'est plus facile? Quel intérêt d'aller faire des maths plus difficiles avec maths approfondies? C'est parce qu'en réalité, oui, il y a 4 parcours, mais ces parcours, ils sont compensés par le poids des différentes matières, ils sont compensés par les coefficients qui sont utilisés par les écoles au moment de rentrer et de passer les concours. Donc en fait, finalement, vous allez voir qu'il faut être capable de définir son profil et à partir de ce profil, de choisir les meilleures options pour finalement obtenir les meilleurs résultats. Alors, je vous l'ai dit, donc, maths approfondies, c'est les anciennes ECS, c'est des maths qui vont plus loin en fait et qui sont vraiment pour ceux qui avaient des bonnes notes en maths au lycée, là où les maths appliquées peuvent s'ouvrir à un peu plus d'élèves et à des élèves qui n'avaient pas forcément un profil extrêmement matheux. Alors je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais n'hésitez pas si vous avez la moindre question, si je vais trop vite ou s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, je vous répondrai avec plaisir. Il faut bien comprendre que je suis là pour ça et que qu'il n'y a pas de questions idiotes. Si vous n'avez pas compris quelque chose, généralement c'est moi qui l'ai mal expliqué, donc je le réexpliquerai avec plaisir. Et puis, accessoirement, ça peut sûrement servir aux autres qui vous regardent ou qui regarderont le replay de ce live.
Alors, je vous l'ai dit donc, d'un côté économie, de l'autre géopolitique, 4 parcours qui vont permettre à chacun d'accéder au concours pour les grandes écoles. Alors, la question qui se pose maintenant que j'ai présenté ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces matières quand on est en prépa ECG? Sur quoi on travaille tout au long de la journée? Alors, vous l'aurez compris, il y a un élément central, c'est le tronc commun, les matières que tout le monde a. La culture générale en fait partie, on en fait 6 heures par semaine en première comme en deuxième année. Vous pouvez noter aussi que le temps qu'on passe à étudier les différentes matières est variable. Si on est en maths approfondie, on a 1 heure de plus par semaine. Donc, ça veut dire que si vous êtes en maths appliquée, vous aurez 8 heures. Si vous êtes en maths approfondie, vous aurez 9 heures. Et de la même manière, vous avez 1 heure de plus en ESH, en économie, et 1 heure de moins en géopolitique. Donc, ça va faire varier aussi le temps que vous allez passer en cours devant vos enseignants. 3 heures de langue, pour le coup, en LVA et LVB, donc en première langue et en deuxième langue, tout au long de ces 2 années de classe préparatoire. Alors, si on rentre un peu dans le cœur des matières et dans le temps, du coup, qu'on va y consacrer, vous allez voir que les programmes sont un peu variables et notamment il y a un enjeu qui est très important et qu'on ne connaît pas forcément avant d'arriver en classe préparatoire, c'est qu'en fait les concours ne portent pas que sur le programme de la deuxième année. Donc ce n'est pas une première année où je découvre un peu ce qui est en train de se passer, j'apprends tranquillement les méthodes et puis ensuite en deuxième année je me concentre sur les thèmes qui vont porter directement, sur lesquels vont porter directement les épreuves. Non, il y a des épreuves dans le concours des grandes écoles de commerce via la prépa qui reposent sur le programme des 2 années. Alors, ce n'est pas le cas et je vais commencer donc dans les différentes épreuves par la matière à dissertation qui est un petit peu la matière reine ou en tout cas dont on parle beaucoup quand on est en prépa, qui est la culture générale. En fait, pour le coup, en culture générale, vous avez une première année dans laquelle vous êtes censé découvrir l'essentiel de la littérature, de la philosophie, approfondir un peu ce que vous avez fait au lycée. Donc ça va de la pensée grecque et latine, j'en sais rien moi, à l'essor des technologies, les figures du moi par exemple et la question du sujet. Donc on va étudier la Renaissance, on va parler des courants de pensée contemporains. Tout ça en fait, ça permet de se préparer pour la deuxième année parce qu'en deuxième année, pour le coup, il y a un thème d'étude qui est imposé. Par exemple, l'année prochaine, ce sera jugé. Donc, ceux qui passent cette année en deuxième année de prépa ECG, ils vont étudier le thème jugé sous toutes ses formes, d'un point de vue littéraire et d'un point de vue philosophique, parce que la particularité de cette matière, c'est qu'elle est enseignée souvent par 2 enseignants. Vous allez avoir un enseignant de philosophie et un enseignant de littérature qui vont se partager le programme pour aborder le programme sous les 2 aspects. Cette année, c'était l'image. On a eu avant la violence ou encore en 2023, c'était le monde. Donc, je ne sais pas ce que ce sera dans 2 ans, mais tout l'intérêt, c'est de bien connaître ce programme de première année pour avoir déjà des bases dans un peu tous les domaines et donc en fait avoir un peu d'avance. La particularité, c'est que vous ne pouvez pas commencer à travailler le thème dès votre première année de classe préparatoire parce que forcément, il n'est pas encore connu. Alors si on prend les langues vivantes, pour le coup, les langues vivantes n'ont pas véritablement de programme. C'est de la compréhension, de l'expression, c'est évidemment de la traduction, puisque les épreuves, vous allez le voir, sont des épreuves de thèmes et de versions. Donc, il faut traduire du français vers la langue et de la langue vers le français. Mais attention, un aspect important qu'on ne maîtrise pas forcément là aussi quand on est lycéen et qu'on arrive en classe préparatoire, c'est que dans les langues vivantes, il y a un aspect très important, c'est ce qu'ils appellent les repères culturels indispensables. En fait, il y a un aspect civilisationnel. Si vous étudiez l'anglais, vous allez devoir bien connaître l'Angleterre, son système politique, les États-Unis, et son système politique, les éléments de société qui constituent des éléments de débat en ce moment dans ces différents pays. De la même manière, en Espagne, si vous faites de l'espagnol, vous allez étudier l'Espagne, mais aussi tout le monde hispanophone, donc l'Amérique latine, à titre d'exemple. Donc ça va un petit peu plus loin que simplement du vocabulaire et bien parler la langue. Il y a un vrai travail à mener, qui est un travail qui se fait sur les 2 ans, de suivi de l'actualité, évidemment pour connaître les grands débats de société dans ces aires géographiques et dans ces aires linguistiques, et puis de connaissances un peu plus historiques des modes de vie et de la manière dont on fonctionne dans ces espaces. Alors, si on prend maintenant les matières, alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque je sais que parmi vous, parmi ceux qui nous regardent, tout le monde n'a pas forcément choisi cette spécialité, mais je trouve que c'est pas mal de se mettre un peu dans la tête ce qu'il y a dans les différents programmes. Alors, je vais commencer évidemment par la géopolitique qui est la matière que j'enseigne. Alors, vous allez voir, les programmes sont toujours divisés de la même manière. Ils sont divisés en 4 modules. Vous avez 2 modules qu'on fait en première année et 2 modules qu'on fait en deuxième année. Typiquement, ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont le programme est fait, en géopolitique, c'est un peu particulier. Le premier module reprend en gros le programme d'histoire de terminale. C'est le cas du tout début. Donc, on va suivre en fait la géopolitique mondiale de 1900. Ça commence en 1913. Donc, c'est un petit peu plus tôt que le programme de terminale. Il y a un petit bout du programme de première. Donc, en fait, ça, c'est vraiment l'histoire des relations internationales. Après, il y a un aspect qui est un peu plus centré sur l'actualité, puisque c'est le monde depuis 1990, et notamment toutes les questions de la gouvernance mondiale, autour de l'ONU, de l'OMC, tous ces aspects-là, et un chapitre un peu plus porté sur l'économie. Donc, vous voyez que finalement, on parle de géopolitique, mais cette matière, c'est vraiment histoire, géographie, géopolitique, et on pourrait même ajouter et géoéconomie. Donc, en fait, c'est une matière qui est assez large et qui va croiser des approches qui sont assez distinctes. Pourquoi je prends le temps de préciser ça? Parce que le module 2, qui concerne la mondialisation contemporaine, qui du coup, en fait, vient prolonger
approfondir ce que vous avez pu faire en géographie en terminale, ce module 2, pardon, lui, il peut être directement concerné par des sujets au concours. C'est-à-dire qu'on peut passer au concours sur un sujet du module 2. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous avez pris géopolitique, vous allez pouvoir tomber potentiellement, c'était le cas par exemple l'année dernière et à l'ESSEC et à l'ESCP, on a vu 2 sujets sur la mondialisation, et bien ça peut être des sujets qui tombent directement sur le programme de première année. Donc ça veut dire qu'il faut bien faire ses fiches dès la première année parce qu'il faudra les réviser au moment de passer le concours. Alors, je prends 2 secondes pour répondre à une question. Allez-vous faire un live sur les CPGEAL? Oui, tout à fait. On peut organiser un live sur les CPGEAL s'il y a des gens qui sont intéressés et qui veulent comprendre un peu le fonctionnement. Moi, c'est la prépa que j'ai fait en plus, donc j'en parlerai avec plaisir. Alors, je reprends sur ce que je disais sur cette répartition et cette manière de fonctionner dans le programme. Ça veut dire quoi? Le module 2 en géopolitique, eh ben, on l'étudie en première année et pourtant, il peut tomber au concours directement. Vous notez aussi que dans ce module 2, il y a un chapitre sur la France. Ça, souvent, c'est, je le dis pour ceux qui vont prendre géopolitique, un point d'attention assez particulier puisque c'est souvent assez peu étudié par les professeurs et les élèves en terminale, alors que là, il y a quand même une connaissance à avoir assez importante du modèle français, de la manière dont fonctionne à la fois le monde politique, mais aussi le monde économique français. Alors après, je passe sur la géopolitique, je ne veux pas m'attarder. Le programme de 2e année, en fait, il est d'ailleurs passionnant, il est par aire géographique. Donc on va faire l'Union européenne, on va faire la Russie, l'Asie, l'Afrique, le Proche et le Moyen-Orient, les Amériques. Et donc en fait, on va cibler grâce à tout ce qu'on aura vu en première année. Alors en économie, c'est la même chose. On commence par les fondements de l'économie et de la sociologie, qui constitue le premier module. Puis après, on a un 2e module sur la croissance et le développement. Vous notez que c'est le nom d'un chapitre qu'on a en géopolitique. Donc en fait, il y a des interconnexions qui sont assez fortes entre les 2 programmes. Et en réalité, ils ne sont pas si éloignés que ça. D'ailleurs, la matière ESH, c'est économie, sociologie et histoire du monde contemporain. Donc il y a une dimension historique aussi. Donc ceux qui ont pris ESH parce qu'ils détestaient l'histoire au lycée et qui préféraient faire de l'économie, en réalité, vous allez quand même devoir pas mal travailler, quelle que soit la spécialité que vous avez choisie, géopo ou éco, vous allez forcément devoir avoir un vrai travail historique et avoir des bases historiques que vous pourrez développer. Alors après, pareil, en économie, on va travailler sur la mondialisation. Vous avez vu qu'on l'a vu aussi en géopolitique. Ça, c'est le module 3 qui lance la 2e année. Puis un dernier module sur la question des régulations et de l'action publique. Donc vous voyez que c'est des programmes qui sont extrêmement denses, où il y a énormément de choses, sachant que vous êtes censé étudier ça, je parle pour les étudiants, mais c'est la même chose pour vos enfants, pour les parents qui nous regardent, vous êtes censé étudier ça en 2 ans. Mais quand on dit 2 ans, en réalité, vous commencez en septembre, mais les écrits des concours, ils sont en avril. Donc en fait, c'est 1 an et demi qu'on va consacrer à ces programmes qui sont, vous le voyez, gigantesques, beaucoup plus larges et beaucoup plus approfondis qu'au lycée. Alors je vous ai mis aussi ici, ça faudra peut-être le regarder en replay parce que là pour le coup ça dépasse largement mes compétences, mais je vous ai mis le programme de maths appliquées et le programme de maths approfondi pour que vous puissiez voir un petit peu les différences qu'il y a entre les deux. Mais encore une fois, c'est pas mon domaine de spécialité, donc c'est pas moi qui vais vous faire quelque chose sur le calcul différentiel et le calcul intégral puisque je n'y connais absolument rien, mais ça vous permet de voir là aussi une division avec un premier semestre, un 2e semestre, donc en fait une première année, puis après en 2e année, là je parle des maths appliquées qui sont les anciennes ECE, qui sont du coup les maths qui sont un peu moins poussées, où vous allez faire là aussi un 3e semestre et un 4e semestre qui vont scander en fait ces 2 années de prépa. Donc en fait, plus que 2 années, très souvent on a 4 semestres. Il faut penser la prépa comme 4 semestres et il faut penser la manière dont on bosse aussi, je parle pour les étudiants, comme 4 semestres. Alors en maths approfondi, j'ai encore moins de compétences et je pourrais encore moins vous aider, mais je vous mets le programme ici pour que vous puissiez un petit peu voir tout ce qu'on attend de vous. Vous remarquez qu'il y a donc des différences entre les deux, qu'il y a aussi une question qui est notamment forte en maths appliquées, qui est la question de la programmation, de l'informatique, qui vont faire partie pleinement de cet enseignement. Et là aussi, 4 semestres qui sont organisés avec différents éléments de programme qu'il faut parfaitement maîtriser. Et là, il ne faudra pas hésiter justement à interroger vos professeurs pour savoir ce qui tombe pas, ce sur quoi il faut approfondir, tous ces aspects-là pour pouvoir vraiment axer votre travail. C'est une des grandes différences qu'il y a entre la prépa et le lycée, c'est qu'il y a une vraie dimension stratégique, il y a une vraie dimension tactique en prépa. Il faut vraiment être capable. L'idée, c'est pas juste de travailler. Juste travailler, en fait, il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, qui bossent à fond, mais en fait, comme ils bossent sans méthode, sans aller dans la bonne direction, ils vont perdre beaucoup de temps sur des aspects qui sont finalement accessoires du programme et pas être capable de hiérarchiser. Et donc, en fait, être un bon étudiant en prépa, c'est pas nécessairement être celui qui travaille le plus, mais c'est celui qui travaille le plus efficacement. Alors maintenant que je vous ai présenté tout ça, il y a un aspect qui est super important dans cette notion de stratégie, dans cette notion de tactique, c'est la question des concours. Parce qu'en fait, vous allez voir que pour pouvoir rentrer dans toutes ces écoles, parce que il y a de nombreuses écoles de commerce, il y a de nombreuses grandes écoles de commerce, plus de 20, et bien forcément, elles ne peuvent pas toutes sélectionner exactement de la même manière. Et donc, il va falloir adapter votre travail aussi à la manière dont vous serez évalué au moment des concours. Alors, le truc que vous devez connaître absolument et qui va scander vos 2 années de prépa, c'est ce qu'on appelle la BCE. Alors, ce n'est pas la seule banque de concours, vous allez voir, mais
mais c'est la principale, la banque commune d'épreuves. Dans la BCE, il y a 18 écoles. Dans ces 18 écoles, il y a notamment les écoles parisiennes qui sont les plus demandées par les étudiants, HEC, l'ESSEC et le SCP. Et vous avez aussi de nombreuses autres écoles extrêmement prestigieuses. C'est le cas de l'EM Lyon, c'est le cas de l'EDEC, c'est le cas de Schema ou d'Audencia à Nantes, par exemple. Donc vous avez les écoles qui sont les plus demandées, qui font partie de cette banque de concours qu'on appelle la BCE. Ceux qui nous regardent, qui font potentiellement une prépa à L, d'ailleurs, vous pouvez aussi passer les écoles de la BCE via la prépa à L. Donc, c'est vraiment la porte d'entrée vers ces grandes écoles de commerce. Et donc, comment on fait quand on est 18 écoles? En fait, on veut pas, ce serait impossible pour les étudiants si tout le monde devait passer le concours de 18 écoles, si chaque école organisait son épreuve écrite dans chaque matière. Donc, en fait, elles se sont regroupées, ces écoles, donc dans cette banque commune d'épreuves. Et en fait, vous allez voir, c'est un peu particulier. Et c'est pour ça que je parlais de tactique. C'est qu'il y a un aspect qui est assez fort, qui est la manière dont les épreuves sont conçues, quelle école conçoit l'épreuve et surtout quel coefficient elle lui affecte. Sachez aussi au passage, pour ceux qui ne seraient pas encore sûrs de la carrière qu'ils veulent mener, qu'il y a 3 écoles qui sont associées à la BCE. C'est le cas de Saint-Cyr, qui permet de devenir officier dans l'armée. C'est le cas aussi de l'ENSAI et de l'école normale supérieure Paris-Saclay. Donc en fait, c'est quand même des écoles prestigieuses qui vont utiliser en fait vos épreuves, les résultats de vos épreuves à la BCE pour ensuite pouvoir organiser leurs oraux en fonction des admissibilités. Alors, dans les épreuves, vous avez les épreuves du tronc commun, avec notamment la culture générale, qui est une dissertation en 4 heures. Il y a une épreuve qui est un peu particulière, qu'on appelle l'épreuve de synthèse. L'épreuve de synthèse dans laquelle, en fait, il y a un problème qui est présenté à travers les points de vue de 3 auteurs différents. Et il faut, en fait, le synthétiser, donc en faire une synthèse en 300 mots. Ça, c'est une matière qui est enseignée par les professeurs de culture générale quand on est en prépa. 2 épreuves de langue, en LV1 et en LV2, où on doit traduire un texte, faire de la version et faire du thème. Mais il y a aussi un exercice d'expression écrite, donc c'est quand même assez difficile. Et puis ensuite, vous avez les épreuves dans les spécialités qu'on a pu choisir, donc en maths approfondies, en maths appliquées, en géopolitique et en éco. Notez qu'en maths approfondies, il y a 2 épreuves de mathématiques et en maths appliquées, il y a aussi 2 épreuves de mathématiques. Ça, c'est un cas un peu particulier pour la BCE. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Vous notez que toutes les épreuves durent 4 heures. Alors, elles ont des formes qui peuvent varier, mais en tout cas, en géopolitique et en ESH, il y a une part très importante qui est donnée à la dissertation. C'est pour ça, souvent, vous verrez, quand vous êtes en prépa, on parle de matière à dissertation. En fait, c'est la culture générale et la spécialité. Alors, maintenant que j'ai dit ça, je vais vous montrer ce tableau terrible, ce tableau qui est absolument hideux, qui est fait par la BCE et qui pourtant est extrêmement, extrêmement important, qui joue un rôle très important quand on est en prépa. En gros, ça veut dire quoi? Là, j'ai pris un parcours. J'ai pris le parcours Maths Appro HGMC. En fait, c'est l'ancien parcours ECS, ça veut dire maths approfondi et ça veut dire géopolitique. Qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau et comment on fait pour le lire? En haut, qui vont marquer les différentes colonnes, vous avez les différentes matières que vous allez passer, donc les différentes épreuves. Donc la synthèse, les 2 langues vivantes, la culture générale, les maths approfondies, la 2e épreuve de maths approfondies, parce que dans certaines écoles, il y a 2 épreuves, et ensuite la géopolitique. Le 2e élément qu'on peut lire, et ça pour le coup ce sont les lignes, c'est les différentes écoles. Et vous remarquez qu'en fonction des écoles, les chiffres qui sont dans les cases ont changé. Pourquoi? Parce que toutes les écoles ne vont pas appliquer les mêmes coefficients aux épreuves. À la fin, ce sera toujours pour vous écrire un coefficient 30, mais selon l'école que vous allez passer, ce coefficient va varier. Je prends un exemple qui fait partie des plus connus, on va prendre par exemple l'ESSEC. Donc l'ESSEC que vous avez là, l'ESSEC n'accorde qu'un coefficient de 2 à la synthèse, et l'ESSEC accorde un coefficient de 6 à la géopolitique. Si on prend une école, j'en sais un moi, totalement différent, la 2e par exemple, Brest Business School, à Brest Business School, la synthèse c'est 5, alors que la géopolitique a un coefficient qui est un coefficient de 6. Donc ça veut dire que en fonction de l'école que vous allez passer, il y a un accent qui va être mis plus ou moins important sur une matière ou sur une autre. Donc par exemple, quand on est en maths appro et que on passe, j'en sais un moi, l'ESCP par exemple, vous avez 2 épreuves de maths. Alors que si par exemple vous passez Audencia, vous n'avez qu'une épreuve de maths, ces 2 épreuves de maths, elles ont un coefficient 5 chacune. Ça veut dire quoi? Si le rêve de votre vie, c'est de réussir Audencia, il va falloir cartonner l'épreuve de maths appliquée, de maths approfondie, 1, alors que si vous voulez passer le SCP, il faudra réussir les 2, avec moins d'enjeux sur la première. Donc il y a cet enjeu des coefficients. Alors vous, dans les faits, vous allez donner le meilleur de vous-même, et vos enfants, pour les parents qui nous regardent, ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour chaque épreuve, mais il y a un 2e aspect qu'il faut prendre en compte, et c'est le code couleur qu'on retrouve sur ce tableau-là. Si vous regardez tout en bas, vous avez les écoles qui vont concevoir les sujets. Et en fait, pour chaque matière, il peut y avoir différents sujets. Alors, ce n'est pas le cas pour la synthèse. Vous remarquez qu'en synthèse, tout est en vert. Ce n'est pas le cas pour les langues vivantes. La synthèse, par exemple, c'est un sujet qui est conçu par le SCP et par HEC. Donc, il n'y a qu'un seul sujet, on passe qu'une fois la synthèse. Mais si vous regardez, par exemple, la matière qui concerne la géopolitique, en géopolitique, il y a 2 couleurs. Il y a
du jaune, c'est le sujet qui est conçu par l'ESCP, qui, ça peut encore changer, mais est un sujet de dissertation accompagné d'une carte. Et vous avez aussi en violet un sujet qui est conçu par l'ESSEC. Et là, chaque école va faire un peu son marché, soit parce qu'elle conçoit le sujet, soit parce qu'elle trouve que la méthode lui convient mieux. Et donc, par exemple, au concours, vous allez passer, si vous êtes en spécialité géopolitique, 2 fois la géopolitique. Une épreuve qu'on appelle géopolitique ESCP et une épreuve qu'on appelle géopolitique ESSEC. Et là, pour le coup, tactiquement, ça commence à devenir important, notamment parce que la méthode des épreuves peut être différente. Et si vous voulez rentrer à l'EDEC, par exemple, ou si vous rentrez à Grenoble, école de management, à GEM, eh bien, ce sera la géopolitique ESSEC qui sera prise en compte dans vos notes et pas du tout la géopolitique ESCP. À l'inverse, si vous voulez rentrer à HEC, c'est bien la géopolitique ESCP qui sera prise en compte. Et en fait, ces coefficients-là, ils varient en fonction des matières et des parcours. Là, je suis passé à Maths Appro ESH, donc on est toujours en maths approfondie, on est toujours dans les anciennes maths ECS. En revanche, on est passé à l'ESH et donc à l'économie. En économie, il y a un sujet, celui qui est en rouge foncé, là, qu'on voit beaucoup, qui est fait par l'ESCP et Schema. Et il y a un deuxième sujet qui, lui, est fait par l'ESSEC et HEC. Vous remarquez que ce sujet ESSEC-HEC, il est utilisé par 3 écoles. HEC, l'ESSEC et l'EDEC. Donc en fait, 2 des premières écoles et une école qui est dans le top 5. Donc c'est un sujet qui est extrêmement important et sur lequel, si on vit ces écoles-là, il faut vraiment cartonner. Je vous remets, donc vous le trouverez aussi sur le site de la BCE, mais je vous mets aussi le parcours Maths-Appli à GGMC. Une différence qui est quand même à noter, c'est que vous vous souvenez tout à l'heure, quand je vous ai montré maths approfondi à GGMC, on avait des coefficients qui montaient à 10. Par exemple, si vous vouliez rentrer à l'ESCP, vous avez un coefficient de 10 en maths. Reprenons l'ESCP dans ce tableau-là. Vous remarquez que dans ce tableau-là, les 2 épreuves de mathématiques, parce qu'il y en a 2, n'ont plus qu'un coefficient 7. Pourquoi? Parce que dans le parcours Maths-Appli, on va accorder plus d'importance, notamment aux matières à dissertation. Et donc, par exemple, à l'ESCP, si on a fait Maths-Appli, on a un coefficient 8 pour l'histoire, géographie, géopolitique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez passer le SCP, que vous êtes en Maths-Appli géopolitique, la géopolitique va peser plus lourd que les maths. Donc ça veut dire que vous avez un coefficient 7 en maths, un coefficient 8 en géopo. Et donc la vision qu'on a souvent de la prépa HEC et du coup de la prépa ECG, c'est « Ah là là, il faut absolument cartonner les maths ». C'est vrai, évidemment qu'il faut avoir des bonnes notes en maths, notamment parce que c'est une matière où quand on est vraiment très fort, on peut avoir d'excellentes notes, mais ce n'est pas le coefficient principal. Et de la même manière, si on continue avec cet exemple-là du poids et des coefficients, vous remarquez que, par exemple, à HEC, il y a un coefficient 6 sur la culture générale quand on est en maths appli, donc en maths anciennement ECE. Donc ça veut dire que la culture générale en une dissertation, à HEC en maths appli, elle pèse quasiment aussi lourd que les mathématiques. Donc en fait, il faut sortir de cette vision-là. Évidemment que c'est très important les maths, mais en réalité, la prépa ECG, elle favorise, elle valorise les profils qui sont des profils en fait assez homogènes, qui sont capables d'être bons en dissertation, qui sont capables d'être bons en langue et qui sont capables aussi d'être bons en mathématiques. Bon, j'espère que c'est clair, j'espère que ça ne va pas trop vite, j'espère que cet ignoble tableau ne vous a pas rebuté, mais c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que souvent les étudiants qui arrivent en première année, ils n'ont pas tout à fait conscience de ça. Et en fait, dans la manière dont on va organiser son travail, dans la manière dont on va faire les choses, ça compte beaucoup. Savoir quel est le coefficient, c'est très important derrière pour voir le temps qu'on va passer dans chaque matière. Les 2 éléments qui vont vous permettre de déterminer le temps que vous allez passer à travailler chaque matière, c'est votre niveau à vous. Si vous êtes absolument nul en maths, il va falloir y passer beaucoup de temps. À l'inverse, si vous êtes déjà très bon, ça pourra rouler, même s'il faudra le travailler, mais ça pourra rouler en laissant un peu moins de temps. Donc, en fonction de ses faiblesses, on va travailler davantage certaines matières pour équilibrer son profil. Et puis, le deuxième aspect qui est très important, c'est le coefficient pour être sûr d'avoir les meilleurs résultats possibles. Je termine en vous mettant maths appli ESH, où vous remarquez que en ESH, je ne sais pas, par exemple, à l'EDEC, le ESH, l'économie, c'est un coefficient 8, là où les mathématiques n'ont qu'un coefficient 7. Et donc, vous notez que seules certaines écoles utilisent une deuxième épreuve de mathématiques. Et quand on voit le nom des écoles qui utilisent une deuxième épreuve de mathématiques, on se rend bien compte que ce sont les écoles les plus sélectives. On y retrouve HEC, l'ESSEC, le SCP, l'EM et l'EDEC. Donc, en fait, le top 5, les meilleures écoles. Pour avoir ces écoles-là, il va falloir passer une deuxième épreuve de maths. Alors là, pour pas trop vous endormir, pour pas trop vous faire souffrir, je n'ai parlé évidemment que des écrits. Après, il y aura des épreuves orales qui vont venir après ces épreuves écrites, qui on est admissibles. Donc, en fait, les épreuves écrites, c'est au mois d'avril. Puis après, une fois qu'on est admissible au mois de mai et surtout au mois de juin, enfin d'ailleurs pas au mois de mai, au mois de juin, on va passer les épreuves orales. Ces épreuves orales, elles vont varier. Alors il y a très souvent des entretiens de personnalité et des épreuves de langue, mais les meilleures écoles, là aussi, vont demander des épreuves en plus. C'est le cas par exemple d'HEC où on va passer une épreuve d'économie ou une épreuve de géopolitique. C'est le cas aussi à l'ESCP, ça peut être le cas aussi dans certains parcours. On passe aussi la matière qu'on avait à dissertation. Et donc là aussi, il va falloir apprendre toute une nouvelle méthode et une nouvelle manière de travailler.
Alors, j'espère que tout ce que je vous ai dit est clair. Ça, c'était la BCE, donc la Banque commune d'épreuves. Sachez quand même qu'il y a une deuxième banque d'écoles qui s'appelle les Écricom, dans laquelle il y a 5 écoles. Par exemple, Neoma, Kedge, Rennes School of Business, Montpellier Business School et l'EM Strasbourg. Alors, ces écoles-là, elles ne se sont pas mises dans la BCE pour se distinguer, pour avoir d'autres critères d'admission. Elles vont construire leurs propres épreuves, qu'on appelle donc les épreuves Écricom. Écricom post-prépa, pour être très précis, parce que c'est différents concours. Et on va retrouver en fait les mêmes matières, mais évaluées d'une manière différente. Alors, il y a une épreuve, une dissertation de culture générale, pardon, mais vous remarquez que là, ce n'est pas de la synthèse, c'est ce qu'on appelle un résumé de texte, c'est une contraction de texte. Donc là, c'est une toute autre méthode qu'il faut connaître, parce que là, pour le coup, c'est un seul texte qu'il va falloir résumer, là où en synthèse, il fallait croiser plusieurs avis. Ça veut dire que pendant votre prépa, en fonction de ce que vous espérez avoir, il va peut-être falloir se dire, tiens, bah moi, j'ai pas forcément, j'en sais rien, moi, le niveau pour avoir une école parisienne, est-ce que ça vaut le coup que je passe autant de temps sur la synthèse? Est-ce que je ne me mettrais pas aussi à travailler la contraction? À l'inverse, si vous êtes dans la meilleure prépa ECG de France et que votre objectif absolu, c'est HEC, ça vaut pas forcément le coup de passer du temps à travailler sur la contraction de texte. Alors, là aussi, de la même manière, il y a une méthode qui est un peu particulière, qui est un peu spéciale, notamment en géopolitique ou en économie. Ce n'est pas les mêmes épreuves aux Écricom que celles qu'on a à la BCE. Là où à la BCE, c'est vraiment une dissertation. Aux Écricom, vous pouvez avoir des éléments un peu différents. Vous pouvez avoir notamment une épreuve avec des questions de cours, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas à la BCE. Et donc ça, c'est aussi de la méthode qu'il va falloir acquérir à un moment ou à un autre en fonction de votre profil, de vos espoirs et de vos objectifs. Alors maintenant, si tout est clair et que je ne vous ai pas perdu, on va passer à la dernière partie qui est peut-être la plus importante pour vous. Maintenant que vous avez ça en tête, que vous avez en tête les matières que vous allez suivre, les cours que vous allez avoir, que vous avez en tête les concours que vous allez passer à terme, parce que la prépa, c'est ça. Hein. Ce n'est pas une année comme au lycée, on n'est pas en première et on veut passer en terminale. Là, on rentre en prépa ECG pour un objectif qui est dans 2 ans. On rentre en prépa ECG pas pour 2026, mais pour 2027 et pour les concours 2027. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques conseils et astuces. Très simplement, je me suis dit, qu'est-ce que moi, j'aurais aimé qu'on me dise pendant l'été avant que je rentre en classe prépa, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui diffèrent. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est plus dur. Entre nous soit dit, c'est plus dur. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi qu'il y a des éléments dans la manière de travailler, dans la manière de faire, qui sont très différents entre la prépa et le lycée. Alors le premier truc, alors ça je le dis, c'est pour ceux qui sont stressés, ceux qui voulaient passer tout leur été à bosser 24 heures sur 24, il va falloir arriver en forme. Les concours, vous l'avez entendu, c'est vraiment un marathon. Ça commence avec de nombreuses épreuves écrites. Hein. On passe la BCE, typiquement en géopolitique. À la BCE, on va passer l'épreuve de l'ESCP, l'épreuve de l'ESSEC, l'épreuve de Grenoble. Puis après, on va passer l'épreuve de géopolitique des Écricom. Donc les écrits, c'est un moment qui est long, dans lequel il faut être en forme. Après, vous avez les épreuves orales. Vous allez faire un véritable tour de France en allant dans tous les différents établissements. Il faut quand même arriver en étant en forme. Et de la même manière, en première année, pour réussir sa première année de classe préparatoire, il faut arriver en étant en forme. Et donc, il va quand même falloir se reposer cet été. Alors évidemment, je vais dire des choses un peu contradictoires parce qu'après, je vais vous dire qu'il faut, sur certains aspects, se préparer. L'idée, c'est quand même, on ne va pas bosser tous les jours de l'été. Ce n'est pas parce qu'on a eu ces résultats du bac que derrière, on se dit, je vais passer 12 heures par jour à faire les choses. Déjà parce que travailler, c'est bien, mais on l'a dit tout à l'heure, il faut travailler de manière productive, il faut travailler de manière efficace, il faut travailler vraiment en essayant d'en tirer le meilleur résultat possible. Donc l'idée, c'est vraiment d'abord de se reposer pour pouvoir acquérir les bonnes méthodes ensuite, arriver en forme pour tenir sur la longueur. La prépa, ça ne dure pas 2 mois. C'est un marathon. C'est sur le temps long que ça se fait avec un rythme qu'il faut maîtriser. C'est finalement l'erreur que beaucoup vont faire, je pense notamment aux anciens bons élèves de lycée, c'est qu'ils vont partir à 2000 à l'heure en travaillant énormément, en se disant « Ah ouais, mais très bien, je vais travailler jusqu'à 23 heures tous les soirs. » Et puis en fait, finalement, ils vont se cramer. Ils vont se cramer et donc ils vont complètement lâcher en décembre et prendre beaucoup de retard. Il faut vraiment penser son effort sur les 2 années, dès la première année, ne pas succomber finalement à la pression de l'immédiateté. Donc le premier truc, arriver en forme, donc prévoyez-vous dans votre été quand même un vrai temps de repos où on s'oxygène, on fait du sport, on part, on essaye vraiment de penser à autre chose pour arriver dans les meilleures dispositions, pour être frais et dispo. Deuxième élément très très important, et ça c'est très différent entre le lycée et la prépa, c'est la question de l'organisation. Non seulement il va falloir que vous soyez extrêmement organisé, mais aussi et surtout il va falloir que vous pensiez à prévoir votre organisation avant même le début de l'année, parce que quand on est dedans et quand on a les cours qui enchaînent et qu'on doit prendre des notes et qu'on doit préparer ses oraux pour la semaine prochaine, parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des cols qui sont des oraux blancs, qui sont notés pour vous préparer, puis en plus vous allez avoir des DST, puis après un concours blanc, et bien l'enchaînement de tout ça fait que si on n'a pas défini une méthode de travail, si on ne s'est pas organisé pour travailler avant, si on n'a pas réfléchi à sa manière de travailler avant, et bien en fait on prend énormément de retard. Et très souvent c'est cette question de l'organisation. Les élèves
et même les parents d'élèves, ils pensent que la grande différence entre le lycée et la prépa, c'est il y a beaucoup plus de travail. En réalité, c'est pas tellement ça. Évidemment, il y a beaucoup plus de travail, mais le travail, moi, je le vois en tant qu'enseignant, mais surtout enseignant en prépa, et puis surtout parce que moi, j'ai fait une prépa, c'est pas ce que j'ai trouvé le plus difficile, moi. En fait, on se met dans un rythme, on va en parler, et puis quand on est dans ce rythme-là, on déroule et on arrive finalement à tenir pendant 2 ans, et on est étonné d'ailleurs de la capacité de travail qu'on avait sans le savoir, alors qu'au lycée, on faisait beaucoup moins. En revanche, ce qui change beaucoup, c'est on ne peut pas perdre de temps, on ne peut pas travailler pour rien, et donc il faut être extrêmement organisé. La première question, c'est la question du rythme. Il va falloir trouver un rythme de travail, se caler sur ce rythme en se créant des habitudes extrêmement claires, se lever tous les jours à la même heure, se coucher tous les soirs à la même heure. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler tout le temps, au contraire, mais en fait, il faut se mettre dans une disposition où quand on travaille vraiment, et quand on ne travaille pas, et ben là, pour le coup, on peut vraiment se détendre. Un des gros problèmes qu'on a en prépa, ça je parle d'expérience parce que je l'ai vécu et que je le vois avec mes étudiants, c'est que souvent, il y a des étudiants qui n'arrivent jamais vraiment à décrocher, c'est-à-dire même, ils se disent toujours, il faudrait que je travaille un peu plus, mais les autres, ils travaillent un peu plus. Et comme ils n'arrivent jamais vraiment à décrocher, ils sont dans un truc où ils se détendent jamais. Donc, ils n'arrivent jamais, même quand ils font autre chose, finalement, ils sont toujours un peu rattrapés par cette pression constante de se dire, mais je devrais bosser, je devrais bosser. Et en fait, paradoxalement, ils vont se retrouver dans un demi-rythme extrêmement inconfortable où quand ils travaillent pas à 100% parce qu'ils sont crevés, qu'ils n'ont pas pu s'oxygéner, qu'ils n'ont pas pu se changer les idées. Et en même temps, quand ils travaillent, ils sont fatigués et quand ils ne travaillent pas, ils n'arrivent pas vraiment à se détendre. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être vraiment extrêmement dur au départ avec soi-même en se disant, OK, je vais me créer un rythme, je vais me lever à cette heure-là, je vais me coucher à cette heure-là, je vais décider de travailler tant de temps. Parce que si vous suivez votre rythme, quand vous aurez décidé que le jeudi de 17 à 20 heures, c'est le moment où vous déconnectez, vous allez faire votre sport, vous ferez vraiment votre sport. Vous ne le ferez pas en vous disant, mince, il y en a qui travaillent, il y en a machin. Non, vous serez vraiment concentré sur juste, OK, là, je peux me changer les idées en étant sans aucune culpabilité parce que ça fait partie du rythme que j'ai choisi. Le deuxième élément qu'on n'a pas du tout aussi au lycée, c'est qu'en fait, au lycée, la répartition de votre temps de travail, elle se fait juste en fait en fonction des profs et en fonction des devoirs qu'ils vous donnent et des révisions que vous avez. Et donc, en fait, au lycée, vous allez, si vous êtes en spé maths, vous allez plus bosser les maths que l'autre spécialité parce que ça vous prend plus de temps et vous ne vous posez jamais la question, vous prenez jamais le recul de vous dire, OK, comment je vais faire pour organiser mon temps? En prépa, avec les exigences très importantes qui viennent de la part des enseignants, si vous ne faites pas ça dès le départ, vous allez mal répartir votre temps. Et donc, il faut vraiment se poser, il faut vraiment prendre un petit peu de temps, notamment en essayant de discuter avec des anciens étudiants de prépa. Ça sert souvent parce qu'ils ont souvent des bonnes astuces là-dessus, en se disant, OK, comment je fais? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quel est le temps qu'il faut que je passe à travailler sur les mathématiques, à travailler sur l'économie si j'ai pris cette spécialité-là? Est-ce qu'il faut que je commence vraiment à bosser la culture générale? Combien de temps j'y passe? Est-ce que j'ai de l'avance ou du retard? Et du coup, cette notion de répartition du temps, il faut la réfléchir avant. Parce que si on ne la réfléchit pas avant, on peut se retrouver à bazarder complètement une matière, à oublier complètement une matière. Et là, quand on passe en deuxième année, c'est très très difficile de rattraper le retard qu'on a accumulé. Donc, définir très clairement son rythme en ayant un truc qui soit crédible, qui soit faisable. Il ne faut pas se dire je vais bosser jusqu'à 4h du matin tous les soirs. Et puis à l'inverse, il faut un rythme où on travaille quand même. Il ne faut pas se dire non plus à 18h j'arrête parce que c'est pas possible de réussir en prépa comme ça. Et à côté de ça, bien penser sa répartition du temps. L'autre chose qui est très importante sur l'organisation, c'est la question de la méthode de travail. Alors là, je vais prendre une petite aparté, je vais prendre un exemple qui concerne la géopolitique. En géopolitique, vous l'avez vu, le programme sur lequel on est interrogé au moment où on passe les concours, c'est pas que le programme de deuxième année, c'est aussi le programme de première année pour la moitié. Et en plus, il faut bien maîtriser le départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fiches que vous allez faire, le cours que vous allez noter en première année, il faudra le réviser 1 an après, quand en avril 2027, vous allez passer le concours. Et donc, en fait, il faut que dès le début de l'année, vous ayez défini votre méthode de travail. Méthode de travail, c'est est-ce que je prends mes cours à la main? Est-ce que je les prends à l'ordinateur? Déjà, est-ce que j'ai le choix? Il y a certains professeurs qui veulent qu'on les prenne uniquement à la main. Si je prends mes cours à la main, comment je fais pour les reprendre derrière pour qu'ils soient beaux et propres? Est-ce que je les retape à l'ordinateur? Ça prend beaucoup de temps. Est-ce que j'utilise, j'en sais rien, mon téléphone pour le transformer et le mettre? Il y a toutes ces réflexions-là qui sont à mener. Une fois que j'ai mon cours, ça, c'est quand même un truc vachement important. C'est vrai en culture générale, c'est vrai en éco, c'est vrai en géopolitique. Si vous commencez à noter votre cours, à le mettre dans un tiroir et à attendre la semaine avant le concours pour commencer à réviser, vous allez avoir un tas de cours qui va être absolument gigantesque et vous n'aurez jamais le temps et jamais la possibilité d'apprendre tout ça en aussi peu de temps. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir faire des fiches. Donc, ça veut dire que vous allez avoir votre cours. Après ce cours, il va falloir construire des fiches qui sont extrêmement synthétiques, qui vous permettront d'apprendre en peu de temps. Si je prends le cas de la géopolitique, il faut se faire un lexique, il faut faire une chronologie. Et en fait, tout ça, ça vaut le coup pendant l'été, avant de se jeter dans le grand bain, avant de plonger dans la prépa, ça vaut le coup de prendre un peu de recul et de se dire, OK,
Moi, j'aimerais bien travailler comme ça. Est-ce que je me fais, par exemple, des flashcards pour apprendre? Est-ce que je vais utiliser Anki? Si je le fais, oui, mais comment je le fais? Comment je trie mes cartes? Qu'est-ce que je mets sur mes cartes de ce côté-là et de l'autre? Comment je fais finalement pour construire ma méthode de travail pour qu'elle soit la plus efficace possible? Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit figé dans le marbre et qu'il faut tout savoir avant de commencer, mais ce qui est important, c'est d'y avoir pensé. C'est de dire, OK, moi, je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais beaucoup de mal à synthétiser ce que je faisais. Est-ce que j'utiliserais pas Anki? Est-ce que j'utiliserais pas l'intelligence artificielle? Par exemple, je peux taper tout mon cours, le donner à ChatGPT ou à un autre logiciel d'intelligence artificielle conversationnelle pour qu'il m'en fasse un résumé. Et puis après, je vérifie ce résumé. Toutes ces choses-là, il faut les penser avant parce que comme ça, vous allez avoir dès la première année un cadre méthodologique, une manière de noter les choses qui vont vous permettre en fait d'avancer à la fin de la première année jusqu'à la deuxième année et de réviser. Typiquement, ça peut valoir le coup dans les langues étrangères de se construire un lexique dès le début de la première année, de l'enrichir progressivement et dans votre rythme et votre répartition de travail, de vous faire des récitations régulières. Ça peut valoir le coup en économie de faire un lexique aussi. En géopolitique, ça peut valoir le coup de se faire une chronologie et puis de se faire un groupe de travail avec l'un ou l'autre et de se faire réciter régulièrement pour vraiment rentrer les connaissances. Il y a vraiment un aspect qui est très important dans l'apprentissage que vous allez découvrir en prépa, c'est que apprendre en étant simplement passif devant une feuille, en la lisant, c'est pas possible quand on est en classe préparatoire parce qu'il y a trop de connaissances à avoir. Ça pouvait marcher pour votre cours du lycée, mais ça ne marchera pas en classe préparatoire. Donc, il faut se créer des systèmes d'apprentissage et notamment, comme on est pris, je vous le disais, dans le rythme, il faut être capable de se dégager des moments d'apprentissage, des moments où on va relire ce qu'on a vu pendant la semaine. Typiquement, il y a un truc qu'on fait jamais au lycée et qui est très important en prépa, c'est de reprendre son cours. Je sors de 4 heures de géopolitique où il y a des trucs qui sont partis dans tous les sens, j'ai tout noté sans vraiment comprendre. Il faut que je me libère un peu de temps après pour le renoter, le mettre au propre, voir s'il manque des choses, voir si sur cet aspect-là j'ai bien compris, pour être sûr après de pouvoir l'apprendre. Les années de prépa, c'est surtout des années où on essaye de concevoir le système le plus efficace, le plus efficient possible pour bien réviser pendant le mois qui va précéder les concours en 2027. Le dernier élément, je vous le disais, sur les fiches et sur les révisions, c'est qu'il ne faut pas mettre complètement une matière de côté. Donc, il faut être capable de réviser régulièrement. Alors, c'est à ça que servent l'école, c'est à ça que servent les DST, c'est important. Mais du coup, il faut être vraiment dans une logique. Je découvre de nouvelles connaissances, je les mets dans mon système, je les fais rentrer dans mon système où j'ai décidé de noter le cours et puis après de ficher. Et une fois que c'est dans mon système, j'essaye de garder un petit peu de temps, même si c'est difficile, pour apprendre, parce que l'effet de répétition est très important. Ça peut aussi valoir le coup, je termine là-dessus. Pour pas que ça dure trop longtemps, ça peut valoir le coup très vite. Alors certaines prépas l'organisent d'elles-mêmes. Si ce n'est pas le cas, ça peut valoir le coup de se faire des groupes de travail. Groupes de travail notamment pour pouvoir se partager certaines fiches. Groupes de travail aussi pour pouvoir se faire réciter, se faire réviser régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez cette image du cône de Dale sur l'apprentissage, mais il y a vraiment une idée, c'est que ce qu'on retient le mieux, c'est ce qu'on a réexpliqué à quelqu'un. Et du coup, ça peut valoir le coup, quand vous avez construit votre fiche, de vous mettre à plusieurs et que chacun essaye de réexpliquer une partie de la fiche. Comme ça, on verra s'il l'a vraiment intériorisé, s'il est capable de réutiliser cette connaissance dans un autre contexte. Alors maintenant que j'ai parlé de tout ça, il y a la question des méthodes. Alors ça, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais je veux juste que ce soit bien clair. Je vous ai dit la grande différence entre le lycée et la prépa, ce n'est pas tellement le fait de travailler beaucoup. La grande différence entre le lycée et la prépa, c'est que vous allez devoir être organisé, vous allez devoir être stratège, vous allez devoir mettre en place une tactique. Il y a un deuxième aspect qui est très 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 important, c'est la question des méthodes. En gros, quand on rentre en prépa, ce qui va changer, ce n'est pas qu'on va vouloir que vous connaissiez plus de choses, c'est le cas, mais ça finalement vous l'aurez compris, je pense, et si vous êtes là en train de me regarder, c'est aussi pour ça. En revanche, il y a un aspect qui est très fort et moi j'aurais adoré qu'on me le dise parce que ça m'aurait fait perdre beaucoup moins de temps quand je suis rentré en prépa, c'est qu'en fait, non seulement il faut savoir plus de choses, mais surtout les attentes, les exigences des professeurs et par extension des correcteurs du concours sont différentes. Je prends souvent cet exemple du fait d'apprendre à faire du ski. Quand vous apprenez à faire du ski, on va vous apprendre d'abord à faire le chasse-neige. On vous apprend à faire le chasse-neige et donc à mettre vos skis en V comme ça parce que l'idée c'est quand même d'éviter que vous soyez mort et que vous appreniez à ralentir. Mais une fois que vous maîtrisez bien le chasse-neige, l'année d'après quand vous revenez pour prendre des cours de ski, on va vous dire « Ah non, mais ça, il ne faut plus le faire. Maintenant, il faut mettre vos skis bien parallèles pour pouvoir prendre de la vitesse et maîtriser votre ski différemment. » Et c'est exactement la même chose. Le lycée, c'est apprendre à faire le chasse-neige. Au lycée, en gros, on vous a appris à apprendre des choses par cœur et à les ressortir. En prépa, ça va être totalement différent. Et donc, il va falloir accorder une attention extrêmement importante aux enseignants quand ils vont vous expliquer cette méthode. Les premiers cours de première année, ils sont essentiel. Et c'est dommage que souvent les élèves ne sont pas assez matures ou ne sont pas encore tout à fait prêts à comprendre ça, mais c'est fondamental. On va vous donner les règles du jeu. On va vous dire, OK, dans une dissertation de culture générale, il faut que l'introduction elle soit comme ça, il va falloir définir les termes du sujet comme ça, construire votre problématique comme ça. OK, en maths, il va falloir présenter les choses de cette manière-là. Et en fait, si vous n'apprenez pas les règles du jeu, si vous n'apprenez pas ce qu'on attend de vous, vous allez bosser énormément pour de très mauvais résultats. Et moi, je vois beaucoup d'étudiants qui sont dans ce cas-là, qui se donnent un mal fou, qui bossent beaucoup,
qui finalement connaissent beaucoup de choses, mais ils continuent à faire comme au lycée. Et donc, si moi, par exemple, en dissertation de géopolitique, je mets un sujet sur l'Union européenne et son voisinage, vous avez des gens, comme c'est au lycée, ils voient l'Union européenne, ils vont traiter l'Europe. Et donc, ils vont me faire toute une partie sur, j'en sais rien moi, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris la méthode et donc ils font ce qui marchait au lycée. Alors que moi, j'attends de leur part, comme je suis professeur de prépa de géopolitique, qu'ils définissent les termes du sujet, qu'ils définissent l'Union européenne et donc qu'ils excluent la Suisse de cette partie-là du sujet. C'est exactement ça la mécanique qu'il faut comprendre. Donc il faut se sortir de ces habitudes du lycée. Souvent c'est difficile parce qu'en plus, si vous êtes en classe préparatoire ECG, c'est que vous avez souvent bien réussi au lycée et donc vous avez trouvé une méthode qui marche bien. Mais le problème de ça, et je vais prendre une nouvelle très mauvaise métaphore sportive, j'espère que vous me pardonnerez, c'est un peu la même chose quand on joue au tennis. Si on arrive à avoir un coup droit à peu près potable, et qu'on gagne des matchs en ayant ce coup droit à peu près potable, si on a un nouvel entraîneur et que l'entraîneur il dit « Ah non, c'est pas exactement comme ça, il faut que tu changes la prise de ton poignet, il faut que tu liftes un peu plus, j'en sais rien, vous noterez que je suis nul au tennis en entendant ça, il faut que tu liftes un peu plus », en fait au début c'est un peu frustrant parce qu'avec la nouvelle méthode de l'entraîneur, on réussit moins bien. Et donc on n'a qu'une envie, c'est de revenir à ce qu'on faisait avant en se disant « Ok, peut-être que c'est limité, j'aurai jamais le meilleur coup droit du circuit, mais au moins je sais que je pourrais la mettre dans le cours. » Et non, il faut accepter pendant une petite période de foutre les balles dehors parce que derrière c'est comme ça qu'on va vraiment pouvoir progresser. Là c'est la même chose. Il faut appliquer les méthodes des enseignants de prépa parce que c'est là-dessus qu'on va vous évaluer. Et donc, pour ça, il va falloir se décoller les méthodes du lycée et notamment, il va falloir se décoller cette habitude d'apprendre par cœur et de recracher du cours par cœur parce que ce n'est pas du tout ce qu'on attend de vous en prépa. Dernier élément là-dessus, avant que j'en vienne à la conclusion, si je ne vous ai pas trop endormi. Dernier élément qui est assez important, c'est la question des corrections. Au lycée, vous recevez votre correction, vous avez passé un DST, le prof met 1 mois et demi à vous rendre la copie, il vous rend la copie. Si vous avez 16, vous êtes très content. Si vous avez 4, vous êtes très triste. Mais jamais vous prenez le temps d'aller regarder dans votre correction. En prépa, c'est absolument essentiel. Il faut vraiment se replonger dans ces copies, même si on a une mauvaise note, même si c'est frustrant, en se disant, OK, tous les défauts qui ont été identifiés par le prof, au prochain DST, au prochain concours blanc, je ne vais plus les faire. Si dans l'introduction, on m'a dit « Ah, ta problématique, elle n'est pas bonne parce que ça ne se formule pas comme ça. » Ok, je le note, je l'intériorise et la fois d'après, je ne le refais pas. Et en fait, il faut vraiment voir les corrections comme un dialogue avec l'enseignant. Un moment où le prof, il va vous dire à vous seul et pas à toute la classe « Attention, ça, tu ne le fais pas bien. Attention, ça, tu ne le fais pas bien. » Mais dans l'autre sens, c'est pareil. Si vous avez des B, des TB dans la marge, il faut vous dire « Ah, ok, ça veut dire que je le fais, je vais reproduire ça. » N'hésitez même pas à aller regarder les copies des meilleurs de la classe. Moi, il y avait des gens qui faisaient ça dans ma classe préparatoire. Ils prenaient la personne qui avait la meilleure note, ils disaient « Je peux regarder ta copie ?» Parce que comme ça, ils voyaient un peu comment ça se faisait. N'hésitez pas aussi à aller sur Internet, il y a plein de greniers, de granges, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais vous pourrez trouver des bonnes copies de concours qui ont eu 18, qui ont eu 20, en vous disant « Ah tiens, c'est intéressant, lui, il formule les choses de cette manière-là. » Il faut essayer vraiment de se corriger progressivement. Et il faut se dire, ok, j'ai 2 ans de prépa, sur ces 2 ans de prépa, je vais avoir 10 DST et CB de géopolitique, et à chacun, je vais ne plus reproduire les erreurs que j'ai fait avant. Et ça, c'est la même chose notamment pour le vocabulaire, c'est la même chose pour la grammaire et pour l'orthographe qui sont extrêmement, et ça, c'est pas le cas au lycée, mais vraiment très important quand on est en classe préparatoire, il faut absolument essayer de corriger les fautes qu'on fait. Il faut essayer de lire un maximum pour ne plus faire de fautes d'orthographe ou en faire le moins possible. Et surtout, si par exemple, comme mes élèves cette année, vous n'avez toujours pas compris comment ça fonctionne le participe passé, vous allez regarder la règle et comme ça, si vous avez fait l'erreur dans votre devoir, vous ne la faites pas au devoir d'après. Si vous ne savez pas écrire notamment, comme les élèves que j'avais cette année, qui, je ne sais pas pourquoi, mettent des T et des M partout, vous regardez comment ça s'écrit et vous ne reproduisez pas l'erreur la fois d'après. Il faut vraiment se mettre dans une logique où je vais me corriger progressivement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être déprimé quand on a des mauvaises notes au départ, parce qu'il faut se dire, ok, je pars de là, mais ce qui compte, c'est là où je vais arriver. Tout le monde s'en fout que vous ayez eu 4 au premier DST de votre première année de prépa, si à la fin vous rentrez à HEC. Dernier aspect pour terminer maintenant, qui pourrait paraître paradoxal avec le fait d'arriver en forme, prenez un peu d'avance. Ça vaut le coup de faire un été studieux, un été où on prend des vraies vacances, un peu comme le rythme que vous aurez en prépa, mais à côté de ces vraies vacances, vous allez vous libérer et vous allez essayer de prendre un petit peu de temps pour bien préparer les choses et pour finalement arriver dans les meilleures dispositions. Et c'est là que ça vaut le coup en fait de bien connaître les méthodes dès le départ, de consolider ce qu'on a fait au lycée en s'assurant qu'on maîtrise bien le programme de maths de terminale, en s'assurant qu'on maîtrise bien le programme de terminale dans les différentes spécialités qu'on a choisies, en s'assurant qu'on a par exemple de belles fiches de philo qu'on a fait parce que ça pourra servir ce que vous avez fiché au lycée pour la culture générale et ainsi de suite. Et donc ça vaut le coup de prendre un peu d'avance. Et sur cette notion de prendre un peu d'avance et de travailler de la manière la plus efficace possible, je pense que je peux vous aider en effet
parce que nous, au cours du Parnasse, on a des stages, en fait, des stages pour les prépas ECG. C'est quoi un stage pour les prépas ECG? En fait, c'est une semaine sur chacune des vacances scolaires de l'année, une semaine pendant laquelle vous allez revoir le programme que vous avez déjà fait pour être sûr de l'avoir bien consolidé et vous allez vous projeter dans la suite du programme. En fait, c'est une manière de s'assurer qu'on maîtrise bien et de prendre un peu d'avance. Ça commence dès l'après-rentrée, donc du 25 au 29 août, à Paris, près du Jardin Luxembourg. Vous allez pouvoir venir avec vous. Moi, typiquement, je donnerai les cours de géopolitique. Il y a un professeur de culture générale qui est aussi en poste dans une prépa parisienne. Et l'idée, c'est vraiment de dire, OK, on pose les choses pendant les 28 heures qu'on est ensemble, dans un cadre très sympa à côté du Jardin du Luxembourg. Qu'est-ce qu'il fallait savoir avant? Qu'est-ce qu'il faut maîtriser maintenant? Et surtout, vous allez avoir des profs hyper dispo qui vont vous donner la méthode extrêmement précise que vous devrez appliquer. Et surtout, ça va vous permettre en fait de prendre de l'avance et de garder cette avance tout au long de l'année, à chaque fois pendant les vacances scolaires. Parce que vous avez les vacances scolaires quand vous êtes en prépa. Et bien du coup, hop, vous prenez une semaine, vous sortez un peu du cadre, vous n'avez pas les mêmes profs et tout ça. Vous avez des gens qui sont très disponibles pour vous, même si très souvent les profs de prépa le sont. Et donc, vous allez avoir 8 heures de votre spécialité, 8 heures de mathématiques, 6 heures de culture générale. Vous allez avoir de l'anglais, évidemment, pour suivre le rythme de la prépa et surtout de la méthodologie. Et là, en fait, c'est d'anciens étudiants, en l'occurrence, mes anciens étudiants qui sont dans des écoles parisiennes, notamment à HEC ou à l'ESSEC, qui vont venir et qui vont vous donner des conseils vraiment genre « Ah, mais moi, je faisais comme ça. Ah, mais fais attention sur la manière dont tu organises ton temps. Tu es un peu en train de laisser tomber la culture G. Moi, ça m'a desservi. C'est pour ça que j'ai dû la bosser plus en deuxième année. » Vraiment des trucs qu'on ne dit pas et qu'on vous ne trouverez pas sur un site internet, de ce partage d'informations et de connaissances avec les étudiants. Et donc, l'objectif, c'est simple, c'est on consolide les acquis du lycée pendant la pré-rentrée et ensuite on consolide les acquis de la prépa à chaque vacances scolaires. On découvre les méthodes de la prépa et on les met en œuvre au fur et à mesure de l'année et surtout on prend de l'avance sur les programmes pour être sur de bons rails et pour que ça fonctionne bien. Je vous l'ai dit, on a d'excellents profs. Alors je ne parle pas pour moi bien sûr, mais les autres sont vraiment excellents. Ils sont issus des meilleurs établissements parisiens. On a des étudiants issus des meilleures écoles qui vont venir vous parler et venir vous aider. Et on a une équipe qui est totalement disponible et à votre écoute. Cette équipe, elle vient des cours du Parnasse, qui est un organisme de préparation qui existe depuis plus de 10 ans, qui a formé des milliers d'étudiants et qui les a aidés à intégrer l'école de leurs rêves avec des super profs, des outils pédagogiques extrêmement innovants. Vous allez pouvoir avoir accès à des cours en vidéo, vous allez avoir accès à un accompagnement sur mesure. On pourra répondre à toutes vos questions au téléphone. On pourra aussi, si vous voulez, répondre à vos questions par mail. Vous pourrez nous parler directement. Les professeurs sont extrêmement accessibles. Alors, si vous voulez prendre rendez-vous, n'hésitez pas à flasher ce QR code et donc vous pourrez nous appeler. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet pour voir un peu le programme de ces stages de prépa ECG en allant sur lescoursduparnasse.com. Sinon, vous pouvez nous écrire à cette adresse mail, nous appeler à ce numéro de téléphone ou même passer nous voir au 11 rue Michelet à Paris. Je serai là, il y aura d'autres enseignants qui sont présents. On pourra vous aiguiller, on pourra vous aider. On est toujours prêt à le faire. Puis surtout, on maîtrise particulièrement bien le sujet, que ce soit celui de la prépa, des études supérieures ou même de la transition entre le lycée et le supérieur. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir. J'espère que tout ce que j'ai dit ce soir vous a aidé. J'espère que c'était clair. Si ce n'était pas clair, n'hésitez pas à re-regarder ce live en replay parce que vous y trouverez sûrement des informations, par exemple sur les tableaux que j'ai montrés au début. S'il y a des choses qui sont toujours pas claires, n'hésitez vraiment pas à nous écrire ou à nous appeler. On sera toujours prêt à vous aider. On sera toujours prêt à vous donner des informations pour vous permettre de réussir parce que finalement, c'est ça notre ambition, c'est permettre à chacun de réussir, d'exploiter pleinement son potentiel et ses atouts. Donc vraiment, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bel été, à la fois un été de repos et un été studieux. Bonsoir.